Cours, d'abord, il est un peu chaotique, hein, si on regarde une vision d'ensemble, puisque moi j'ai commencé professionnellement, en tout cas, à m'orienter dans un domaine qui n'est plus du tout le mien actuellement, puisque c'est le domaine de l'économie, même de l'économie et de la finance, qui est un gros mot aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait des études économiques et financières, qui m'ont intéressé d'ailleurs, c'est-à-dire j'aimais la gymnastique intellectuelle liée à ce que j'apprenais. Et puis je me suis retrouvé à 23 ans avec mon bac plus 5 en poche, projeté comme ça, jeune cadre dans une grosse boîte. Et puis là, subitement, ça a été une sorte de choc pour moi parce que voilà, j'avais deux ordinateurs sur mon bureau et je passais mes journées à analyser des colonnes de chiffres, mettre en évidence des écarts et puis tenter de les expliquer. Et là, j'ai compris que je ne pouvais pas passer 40 ans comme ça. D'autres le peuvent, hein. Je ne suis pas en train de juger le métier, on peut tout à fait s'épanouir dans n'importe quel métier d'ailleurs. Mais en l'occurrence, ce n'était pas fait pour moi. Et ça, je ne m'en étais pas du tout rendu compte. Donc ça a été un choc, si vous voulez. Donc le choc que certains d'entre vous ont pu vivre, je ne sais pas, à 40 ans, on parle souvent du choc de la quarantaine, de la cinquantaine, les Américains disent midlife crisis. Et moi, je l'ai vécu à 23 ans. Donc j'étais bien embarrassé quand même, parce que j'avais consacré plusieurs années à un domaine dans lequel j'avais eu un diplôme. Et là, subitement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et j'avais une seule certitude, c'est que je pouvais pas continuer comme ça. Donc, alors je vous fais la version courte, hein. Je me suis cherché pendant un certain nombre d'années. J'ai d'abord changé de boîte, changé un peu de poste, et puis finalement, moi, j'étais quand même toujours au même point, à savoir que j'étais très malheureux. Sauf que moi, si j'ai accepté de m'investir dans ma scolarité, dans mes études, c'est parce que j'avais une espèce de promesse implicite de mes parents que finalement, si je travaillais bien à l'école et ensuite en fac, eh bien, au final, je serais heureux. Ce n'était pas forcément formulé explicitement par mes parents, mais c'est ce que moi, naïvement, j'avais compris. Donc, je m'attendais vraiment à m'épanouir au travail, après ces années de dur labeur sur les bancs de l'école et de la fac. Et là, le bonheur n'était pas au rendez-vous. Donc, la promesse n'était pas tenue. Donc, c'était inacceptable pour moi. Donc, moi qui étais quelque part un peu un enfant soumis, entre guillemets, jusqu'à ces années-là, là, je suis devenu vraiment rebelle, quoi. C'était inacceptable pour moi. Donc voilà, je me suis cherché, j'ai erré de poste en poste, je me suis tenté des expériences diverses, même dans l'import-export à un moment donné. Enfin bon, je vous passe ces détails. Puis j'ai fini par faire une espèce de dépression assez profonde quand même, parce que je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire de ma vie. Donc j'avais, je sais pas, 25, 26 ans. J'avais erré comme ça pendant 2, 3 ans. Et puis il se trouve que parallèlement à ça, j'avais une grande chance. J'avais une grande chance, c'est que j'étais mal dans ma peau et timide. Et pourquoi c'était une chance? C'est qu'au bout d'un moment, quand on a un problème qui est vraiment source de souffrance, ben, on cherche à résoudre le problème, n'est-ce pas? Et donc moi, j'ai été amené à travailler sur moi pour résoudre ce problème de timidité, mais maladive, hein. Quand je dis timidité, tout le monde peut se trouver timide. Pour vous donner juste un exemple, entrer dans une boulangerie et dire «Bonjour mademoiselle, je voudrais une baguette s'il vous plaît», ça me demandait une préparation mentale, vraiment, c'est-à-dire que je devais presque m'entraîner euh, avant d'entrer dans la boulangerie, tellement j'étais super mal à l'aise, d'accord? Voilà, je reviens de loin quand même. Et donc à un moment donné, si vous voulez, la souffrance était telle que ça ne pouvait plus durer, donc je me suis dit, voilà, je vais travailler sur moi. Alors au début, j'ai pas eu le courage de pousser la porte d'un thérapeute, hein, d'un psy, parce que dans ma famille, c'était les fous qui allaient voir les psys. Donc j'ai travaillé sur moi indirectement en lisant des tas de bouquins, de psycho. Alors, je suis devenu boulimique de livres dans ce domaine, psycho, développement personnel. Et puis ensuite, je me suis formé à la psychologie. Donc j'ai pris des cours en fac. Et puis c'est devenu une passion. C'est devenu une passion. Et autant l'économie m'intéressait intellectuellement, autant la psychologie et le développement personnel me nourrissaient. Je me nourrissais de ça. Je suis devenu vraiment boulimique. Après, enfin, vraiment, c'était obsessionnel. Donc, je travaillais uniquement pour gagner de l'argent et me payer des formations aux quatre coins du monde. Donc, je me suis beaucoup formé aux États-Unis, je me suis formé en Asie. Enfin, dès que j'entendais parler d'un formateur, d'un enseignant qui pouvait m'apporter quelque chose, j'y allais. Et donc, ça a duré quelques années, c'était un peu en parallèle. Et puis, jusqu'au jour où j'ai décidé, selon la bonne formule de Balzac, de faire de ma passion mon métier, parce que c'est la définition que Balzac avait du bonheur. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de devenir consultant en relations humaines, consultant en communication, puisque c'était devenu de facto mon champ de compétences et ce dans quoi je m'épanouissais.
Donc voilà, je vous passe les détails, j'y suis des formations de consultant, etc. Et j'ai exercé ce métier de consultant pendant une quinzaine d'années. Ça nous mène en 2006. 2006, depuis 2 ans déjà, j'avais envie d'écrire un livre pour partager avec les gens sur ce qui avait été utile pour moi dans ma vie et qui m'avait mené à l'épanouissement, alors que c'était pas gagné, vous l'avez compris. Donc j'avais envie, mais voilà, je me sentais pas capable, donc je procrastinais. Et puis en 2006, j'ai coup sur coup perdu mon père, puis mon meilleur ami. Ensuite, ma première fille est venue au monde. Donc, vous voyez, une année de grand chamboulement sur le plan émotionnel. Et allez savoir pourquoi, mais c'est à ce moment-là que j'ai pris la plume et que j'ai écrit mon premier roman que monsieur m'avait cité tout à l'heure, donc L'homme qui voulait être heureux. Et puis voilà, bon, ce livre a touché son public. Et donc ça m'a donné envie de continuer sur cette lancée, de partager d'autres choses. Et puis à un moment donné, vous savez, moi, sur ce plan-là, au moins, je dois être très masculin. J'ai beaucoup de mal à faire plusieurs choses à la fois. Et en l'occurrence, j'arrivais plus à faire mon ancien métier de consultant et écrire des livres. Donc j'ai décidé de tourner la page du conseil pour me donner un temps complet à l'écriture. Ce que je fais donc depuis 2008 à peu près. Pour notre bonheur et notre plaisir. Dans ce parcours, je pense qu'il y a parmi vous ce soir des gens qui se reconnaissent aussi dans ces questionnements qu'on peut tous avoir voilà, dans une activité professionnelle qui nous a happés et dans laquelle on s'est impliqué. Moi, c'est marrant, en préparant cette conférence, il m'est immédiatement venu l'image de ma fille, qui, je suis un papa comblé, a eu son bac l'année dernière, et qui s'engage dans une activité professionnelle cette année, mais avec, comme je pense peut-être beaucoup d'adolescents aujourd'hui, une immensité de doutes, de questionnements. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que c'est vraiment sûr? Et ce que j'observe, c'est qu'il y a presque un manque terrible de confiance en elle. Quand j'essaie de valoriser certaines de ses qualités, de ses aptitudes, elle me regarde avec les yeux ronds comme si je lui parlais d'un extraterrestre. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez frappant dans notre société aujourd'hui, c'est ce manque d'estime qu'on a tous, qu'on soit adolescent, jeune, et surtout ce qui est le plus terrible, c'est que manifestement l'école ne l'a pas aidée à se construire cette estime d'elle-même. Donc question facile, en 2 mots, là, comment est-ce qu'on peut construire son estime de soi-même? Parce qu'avant de faire confiance dans les autres, je vous entendais dire qu'il faut aussi avoir confiance en soi. Alors, il y a une dimension culturelle à la confiance, à l'estime de soi. Et c'est vrai qu'en France, sur ce point, on est plutôt mal loti, d'accord? Alors, c'est pas grave, parce que sur d'autres points, on est très bien, hein. Mais en l'occurrence, c'est vrai que culturellement, on a plutôt un regard assez sévère, hein, pour soi-même, pour les autres. On a plutôt tendance à voir nos propres défauts, nos lacunes, nos imperfections. Peut-être que ça vient du système éducatif, ou en tout cas du système qu'on a connu quand on était enfant, qui n'est pas forcément à dénoncer, parce qu'il y a une bonne intention derrière ça. Évidemment, quand on pointe une imperfection, c'est avec le désir que l'enfant s'améliore, évidemment. Et d'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse, dans la vie, et notamment dans l'enseignement, pour moi, il n'y a jamais que des choses ayant des effets positifs ou que des choses négatives. Vous voyez, pour moi, la plupart de nos actions ont des effets positifs et des effets négatifs en même temps. Toujours est-il qu'en France, voilà, la résultante de tout ça, c'est plutôt qu'on a tendance à ne pas avoir tellement confiance en nous. Ça, on s'en rend compte quand on voyage à l'étranger. En prise de parole en public notamment, quand on va dans les pays anglo-saxons, hein, et surtout aux États-Unis, on voit des gens qui sont super à l'aise pour parler en public, comme s'ils avaient fait ça toute leur vie, et c'est un peu le cas d'ailleurs, parce qu'ils commencent assez tôt à l'école, quoi. Et en France, quand on voit même parfois des grands PDG s'exprimer, parfois on sent que c'est un peu plus difficile, hein. On a tendance à avoir facilement honte, à avoir peur, à être saisi de doute, hein, un peu comme votre fille, quoi. Et finalement, donc c'est assez difficile, d'accord? Donc c'est culturel, mais en même temps, c'est pas désespéré, d'accord? Donc moi, quand je vous entends parler de votre fille, vous dites elle a des doutes. J'ai envie de dire, c'est peut-être mieux d'avoir des doutes que d'avoir des certitudes erronées. Je pense. Le doute, c'est peut-être la première marche d'une démarche philosophique, hein, reconnaître qu'on ne sait pas, finalement, et donc se poser des questions. Donc c'est plutôt très sain en soi. Bon, en plus, elle est jeune, hein, si elle vient d'avoir son bac, donc je ne pense pas que ce soit préoccupant. Néanmoins, je ne vais pas esquiver votre question sur comment développer son estime de soi.
Eh bien, développer son estime de soi, je dirais qu'il y a plusieurs pistes, hein, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette, mais il y a plusieurs pistes. L'une d'elles vise évidemment à faire un petit peu le contraire de ce qu'on a peut-être subi dans notre enfance, à savoir de mettre notre attention sur nos défauts. Et c'est vrai que si ça a été le fruit de notre éducation, que ce soit familiale ou scolaire, ben, on peut à ce moment-là développer une habitude de l'esprit. Je ne suis pas neurologue, mais il paraît qu'il y a des liens neuroniques qui se font, qui engendrent des habitudes de pensée, en fait, où on peut avoir tendance à se juger sévèrement, repenser, je sais pas, une action de la journée, se dire ah j'ai pas été bon, j'ai pas été mauvais, voir nos défauts, nos imperfections. Et donc l'idée à ce moment-là, c'est de développer l'habitude inverse, donc d'apprendre à voir aussi ce qu'il y a de bien dans ce qu'on a fait, à voir aussi ce qu'il y a de positif. Alors quand je dis développer l'habitude inverse, je pense que le piège serait à l'inverse de se blâmer pour notre attitude critique, parce que ça reviendrait à être doublement critique. Si je suis critique, si je juge, par exemple, les comportements que j'ai eus dans la journée, et que par-dessus le marché, j'en remets une couche en jugeant le jugement que je viens d'avoir sur moi-même, vous avouerez qu'on n'est pas sorti de l'auberge, d'accord? Et donc, l'idée est plutôt, par rapport à ce genre d'habitude de pensée dont on veut se défaire, habitude de pensée et autres habitudes, d'ailleurs au-delà de l'estime de soi, je pense, je ne sais pas, habitude alimentaire ou autre, l'idée, c'est pas chercher à retirer quelque chose, mais plutôt ajouter. Et donc, en l'occurrence, si vous pensez à quelque chose que vous venez de faire et vous vous blâmez, vous vous jugez sévèrement, et que juste après, il y a un élément de conscience, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire, à ce moment-là, dites-vous, ah, je me suis encore jugé, et c'est OK. J'ai le droit de me juger. C'est OK, soyez zen, cool avec ça. Et maintenant que j'ai fait ça, selon mon habitude, je vais aussi voir ce qu'il y avait peut-être de bien quand même dans ce que j'ai fait. D'accord? Donc c'est développer une nouvelle habitude, en plus. Alors, ça demande un effort, parce qu'au début, vous n'aurez pas forcément conscience de vous juger si vraiment c'est gravé en vous depuis des décennies. Donc, la première étape, c'est l'étape de la conscience. C'est prendre conscience de ce que vous venez de faire, de ce que vous venez de vous faire à vous-même. Et ensuite, presque en rire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire l'accepter, vraiment vous détendre par rapport à ça. Et ensuite, voilà, développer la deuxième habitude. Et si vous faites ça régulièrement, mais en fait, les neurologues disent que vous allez vous créer un nouveau lien neuronal. Et puis petit à petit, vous aurez aussi cette corde à votre arc. Et le cerveau humain, paraît-il, choisit à chaque instant ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est-à-dire, en fait, il fait le meilleur choix. Le meilleur choix de comportement, le meilleur choix de parole quand vous parlez. Mais le meilleur choix par rapport à ce qu'il sait faire, par rapport à ce que vous savez faire. D'où l'idée de développer de nouvelles cordes à votre arc, et donc de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, de nouveaux schémas de pensée. Et ensuite, ayez confiance en vous, en votre cerveau, il choisira la meilleure option pour vous, si vous avez les deux. Donc vous voyez, en résumé, ne vous jugez pas, acceptez et développez autre chose. Alors il y a même des Américains, des scientifiques américains qui ont formalisé ça. Vous savez, les Américains, ils aiment bien les méthodes, justement, les choses qu'on applique. Et donc il y a des Américains qui conseillent, et les effets ont été prouvés scientifiquement, pour développer l'estime de soi, ils conseillent tous les soirs de prendre 2 minutes avant de se coucher, par exemple, et de trouver 3 éléments. Ils aiment bien tout ce qui est quantifié. Trouvez 3 choses que vous avez faites dans la journée dont vous pouvez être fier. Alors, ça peut être des choses que vous avez faites au travail, ça peut être des petites choses. Vous avez tenu la porte à une vieille dame et puis vous pouvez en être fier. Donc vous trouvez 3 choses et forcément vous trouverez. Parmi les juges les plus sévères parmi vous, ça prendra peut-être 5 minutes au lieu de 2, mais vous trouverez forcément 3 choses dont vous pouvez être fier et juste les avoir à l'esprit. Et puis peut-être vous auto-congratuler. Et ce qui a été démontré scientifiquement, c'est que si vous faites ça tous les jours, 2 minutes, tous les jours, pendant 90 jours, 3 mois, vous allez développer votre confiance en vous. C'est prouvé scientifiquement. Ça doit correspondre, je présume, au temps qu'il faut pour développer des liens neuronaux. Donc ça, c'est un bon moyen, simple, concret, de développer sa confiance en soi. Sur 90 jours, ça fait 3 heures, c'est jouable. C'est jouable. On peut se l'accorder, oui. Je pense. Ouais. Bon. Qui pense avoir fait 3 choses bien et dont il peut être fier aujourd'hui? Bon, un petit effort. Bravo, oui. Magnifique. Mais il y a, dans la relation à la confiance, donc là je vois que ce problème de dépréciation, il n'existe pas dans cette salle, donc je suis déjà vachement content. Et Laurent aussi, j'en suis sûr. Bon, je vais peut-être repartir alors finalement. Voilà. Restez encore 2 minutes. Mais au-delà de la dépréciation,
Donc de la relation qu'on peut avoir avec soi, d'être plutôt bienveillant envers soi-même. Deuxième cause de doute, d'errement et de dépression, c'est le monde extérieur, parce que il vous aura pas échappé qu'on vit dans un monde extérieur avec des interactions. Et du coup, quels outils vous auriez et quels outils vous préconiseriez pour justement savoir quand un choix est bon, quand une situation est une situation qui nous inspire de la confiance ou pas, comment appliquer justement cette petite discipline intérieure à un monde extérieur dans lequel on travaille, on a des relations qui ne sont pas forcément des relations choisies. Moi, je suis assez mental par nature, donc j'ai tendance à dire déjà, expliquons ce qui se passe. Donc ça amène une conscience, et ensuite c'est le premier pas. C'est le premier pas vers une évolution. Et en fait, expliquer quoi? Expliquer simplement la chose suivante. Lorsqu'on développe, et on va voir comment après, lorsqu'on développe de la confiance dans les autres, eh bien, on se rend compte assez vite que c'est gagnant. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas confiance dans les autres? Ça vient souvent d'une certaine expérience de la vie acquise, par exemple, assez tôt pendant l'enfance, qui nous amène à nous méfier, tout simplement. D'accord? Ça veut dire qu'on a pu se faire avoir un certain nombre de fois, on a pu se heurter à un certain nombre d'écueils qui nous ont amenés à une conclusion selon laquelle il faut se méfier. D'accord? Alors ça peut venir aussi d'un discours parental, évidemment. Si vous avez des parents, surtout si les deux vont dans le même sens, vous disent attention, il faut se méfier, méfie-toi des autres, n'aie jamais confiance, etc. Évidemment, ça va renforcer la chose, mais souvent, ça vient de l'expérience. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène tout à fait naturel dans le cerveau humain, qui est un phénomène de généralisation, où en fait, on a tous tendance à généraliser les conclusions que l'on tire de nos expériences, et ce très tôt. Exemple, un petit enfant qui met la main sur la porte chaude du four, même si ça n'existe plus maintenant, je crois. La porte chaude du four, il va se brûler. Son cerveau va vite généraliser cette conclusion. Porte du four égale je me brûle, douleur. Et il ne posera plus sa main sur le four. Donc la généralisation, elle a une vraie fonction pour nous, d'accord, pour une protectrice. Et en l'occurrence, si par malchance, dans la vie, on a eu un certain nombre d'expériences négatives, c'est-à-dire une issue négative pour nous en contact avec les autres, par exemple, on peut en arriver à ce genre de conclusion assez vite et puis ensuite la généraliser. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va se faire une certaine vision du monde, entre guillemets, d'accord, une vision des autres. Et on a tous, comme ça, développé un certain nombre de visions des autres, de visions du monde. En psychologie, on appelle ça des croyances. J'utilise pas souvent le mot en France parce qu'il y a des connotations très religieuses, alors qu'en fait, c'est juste un cas particulier de croyances, les croyances religieuses. Donc on va dire juste des convictions. On a tous des convictions sur le monde, et finalement une vision de la vie, une vision du monde, qui ne correspondent pas exactement à la réalité, qui correspondent aux conclusions que nous avons tirées de ce que nous avons vécu ou de ce que nous avons entendu des personnes qui nous ont élevés. D'accord? Et le problème, c'est que ces convictions, ces croyances, agissent en nous comme une sorte de filtre de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on voit de la réalité est biaisé par ce filtre de nos convictions, de nos croyances. Je vais vous donner un exemple un peu simple, un peu basique, que je donne d'ailleurs dans mon premier roman. Imaginez quelqu'un qui est convaincu que le monde est dangereux. Parce que ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu, et peu importe d'ailleurs les raisons qui l'ont amené à croire cela, il est convaincu que le monde est dangereux, voilà, il doit se méfier, d'accord? Eh bien, à votre avis, ayant ça à l'esprit, c'est gravé en lui, qu'est-ce qu'il va voir dans le monde? C'est-à-dire par quoi son attention sera retenue quand il ou elle va évoluer dans le monde? Eh bien, il va repérer des sources de danger, d'accord? Voilà, je vais voir que peut-être ce projecteur peut se détacher, tomber dessus. C'est pas faux d'ailleurs. Je vais voir que voilà, il y a un monsieur qui me regarde et qui me pose des questions et voilà, je sais pas quelle va être la question d'après, donc quelque part, ben, il y a un danger potentiel. Puis je vais voir, il y a quand même 900 personnes dans la salle, vous voyez, il y a des gens qui ont les bras croisés, certains disent que ça veut dire qu'on est en opposition, donc voilà, c'est mal barré quand même. Donc je vais voir tous ces signes qui vont finalement faire quoi? Ils vont me renforcer dans ma croyance que le monde est dangereux. Ah oui, le monde est dangereux, il y a des dangers partout, hein, d'accord? Donc je vois une partie de la réalité, mais je ne vais pas voir qu'il y a d'autres choses agréables, je ne vais pas voir que oh, la température est très agréable ici, il y a de jolies lumières, qu'il y a des sourires. Je ne vais pas les voir, les sourires, je vais voir uniquement les personnes qui sont comme ça.
D'accord? Donc ça joue comme un filtre perceptuel. Et c'est bien pire que ça, en fait. Je suis désolé de vous casser le moral, hein, mais c'est aussi un filtre interprétatif. C'est-à-dire, en fait, l'être humain a besoin de sens. L'être humain a besoin de comprendre ce qu'il vit, aussi pour se rassurer. Et donc, inconsciemment, je vais chercher à interpréter ce que je vois. Donc, je vais interpréter, pas la personne qui a les bras croisés, pour reprendre cet exemple très schématique, et je vais interpréter en me disant, elle est en opposition. La vérité, je ne la connais pas. Peut-être qu'elle est en opposition, peut-être qu'elle a froid, peut-être que c'est sa manière d'écouter, peut-être que c'est quand elle pense à autre chose. Enfin, je n'ai aucun moyen de savoir d'ailleurs. Mais j'ai besoin de savoir, ça me rassure, j'interprète. L'être humain a besoin de comprendre le monde, donc il interprète. Et il interprète comment? En fonction de ses filtres, donc de ses croyances. La boucle est bouclée, vous voyez. Donc il y a un système qui est hyper stable en fait. Alors, je vous ai donné des exemples négatifs, c'est vraiment positif. Hein. Si je suis convaincu que le monde est chaleureux, sympathique, je vais surtout voir les sourires, etc., les signes d'ouverture, mais aussi ce que je vais interpréter comme des signes d'ouverture, qui n'en sont peut-être pas. Un sourire ou madame qui rit au deuxième rang, peut-être qu'elle se moque de moi après tout. Et je vais être très naïf de croire qu'elle passe un bon moment, d'accord. Je vais interpréter. Et donc, peut-être qu'une démarche, après vous me rappellerez la question parce que je l'ai complètement oublié, mais peut-être qu'une démarche d'évolution dans la vie, c'est de retirer ses lunettes, retirer ses filtres, se libérer un peu de certaines de ses croyances, de ses a priori, de ses convictions bien ancrées finalement sur le monde et sur la vie, pour voir la réalité un peu brute, et donc s'adapter à la réalité. Et ça, c'est aussi une démarche de confiance. C'était votre question, non? Oui, mais Voilà, confiance oui. dans la vie, là, quelque part. Vous voyez, c'est euh, à un moment donné, développer une forme de confiance dans la vie en se disant ça va bien se passer, quoi. Alors, je sais que Woody Allen, dans l'un de ses films, je crois le point de vue inverse, il dit finalement, si vous êtes convaincu que tout va mal et que tout le monde vous veut du mal, la plupart du temps, vous aurez raison. Et puis, de temps en temps, bah, vous aurez tort et ça vous donnera un sentiment assez agréable. Alors moi, j'ai plutôt la position inverse. Je me dis, quand on est dans une attitude de confiance, la plupart du temps, on a raison et ça se passe bien. Hein, et on pourra en parler après, il y a des raisons psychologiques notamment et relationnelles qui vont faire que ça se passe bien. Et puis de temps en temps, on se trompe. Et de temps en temps, on a eu tort de faire confiance et c'est pas si grave. Mais justement, là, vous preniez l'exemple du monde qui est dangereux. Effectivement, on peut rentrer dans une espèce de spirale un peu paranoïaque dans une soirée comme ici, en parlant voilà, de choses qui manifestement ne vont pas se produire, les choses ne vont pas s'écrouler ici. On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais malgré tout, il y a aussi quand même la question de la définition de la réalité dans votre attitude, parce que quand vous avez dit ça, j'ai immédiatement pensé au 13 novembre, j'ai immédiatement pensé au climat politique international, à cette France dans laquelle on vit, qui, si on veut être aussi objectivement réaliste, nous confronte quand même à des dangers sociaux, politiques, environnementaux, le chômage, etc. Donc, comment est-ce qu'on définit, en fait le degré de pas de réalité, parce que ça va être difficile de quantifier ça, mais cette attitude de confiance que l'on a, est-ce qu'il faut se cacher complètement les choses qui pourraient la perturber, ou est-ce qu'il faut être au contraire lucide sur ce qui se passe? Et si on est lucide, comment ne pas être démoralisé? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ah mais complètement. Alors, oui, tout ne va pas bien dans le monde. Oui, il y a le 13 novembre. Oui, il y a la guerre en Syrie. Oui, il y a des choses quand même super préoccupantes au niveau du climat et de ce que l'humanité fait subir à la planète et donc à elle-même surtout. Hein, parce que quand on parle de sauver la planète, moi, j'ai envie de me dire, c'est surtout se sauver soi-même dans ce contexte. La planète nous survivra, je pense. Hein. Donc oui, il y a des choses qui vont mal et, et sans le nier, je ne veux pas non plus justement mettre que des lunettes positives en disant tout va bien. Il y a des choses qui vont mal et en même temps, ça va mieux qu'il y a un siècle. Oui, quand on allume la radio, enfin, je dis la radio parce que j'ai pas la télé, mais quand on allume la radio, la télé, ce que vous voulez, on a le sentiment que tout va très 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 mal et que ça n'a jamais été aussi mal. En même temps, le monde, ça semble un mensonge de dire ça, mais c'est la vérité, le monde est plus en paix aujourd'hui qu'il y a un siècle. Il y a moins de morts chaque année dans le monde, aujourd'hui, qu'il y a un siècle, vraiment. Donc il y a quand même une évolution positive. Il reste des horreurs, des choses abominables, mais on est collectivement dans une dynamique positive. On est collectivement dans une dynamique positive, on est collectivement dans une dynamique d'évolution, il y a une évolution de la civilisation.
ce qui ne veut pas dire que tout va bien une fois de plus. Et par rapport à des choses qui sont vraiment terribles, on voit bien il peut y avoir une tentation parmi nous de retour en arrière, vous voyez, sur des choses pas très positives qu'on a pu connaître dans le passé. Et en fait, moi, ça ne me fait pas plus peur que ça, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on vive des événements. Enfin, ça peut sembler bizarre de dire ça, mais il faut qu'on vive des événements difficiles, durs, voire parfois dramatiques pour franchir un cap, oui, pour passer à autre chose. Vous disiez sur le plan politique, je vous donne un exemple très simple. Moi, je ne suis pas sûr que Barack Obama aurait été élu président des États-Unis s'il n'y avait pas eu George Bush avant. J'en suis pas sûr. Quand il y avait George Bush, voilà, beaucoup se lamentaient, on disait, ah, c'est quand même pas de chance, c'est quand même terrible d'avoir un type comme ça au pouvoir aux États-Unis. Oui, on pouvait se dire ça dans l'instant, et en même temps, c'est peut-être ce qui a permis de passer à autre chose, vous voyez. Et finalement, c'est très très difficile dans la vie, par rapport à un événement, de le qualifier tout de suite de négatif ou de problème. C'est vrai pour les coups durs de la vie, vous voyez, je sais pas, on a un problème, on a une fuite d'eau. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit parce que j'ai été à un moment donné poursuivi par les fuites d'eau. Grande dame de la Maïf, qui est mon assureur d'ailleurs. Mais voilà, j'ai été poursuivi par les fuites d'eau, j'en avais partout, partout, vraiment, quoi. Et donc, on a tous des coups durs du quotidien comme ça, ou des choses beaucoup plus graves d'ailleurs. Et on peut avoir tendance à les étiqueter coup dur ou drame dans l'instant, et parfois il faut des années de recul pour réaliser que c'était parfois un mal pour un bien. Et il y a une petite histoire d'ailleurs de Lao Tzu à ce sujet. Vous savez, Lao Tzu, c'est ce philosophe chinois du 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on appelle en philosophie la période axiale, vous savez, où sont apparus en Inde les maîtres des Upanishads. Donc, c'est souvent considéré, je crois que le président de la Maïf est un historien, donc il pourrait confirmer ça. Je crois que c'est souvent considéré comme la période où est apparue finalement la philosophie, quoi. Bref, Lao Tzu a une jolie histoire que je vais vous raconter, que vous connaissez peut-être déjà. C'est l'histoire d'un vieux paysan, d'un pauvre paysan russe, veuf, qui a un fils. Et ce paysan, un jour, a son cheval qui se sauve. Il se sauve. Il se sauve du pré, il saute par-dessus la barrière, il se sauve. Et les voisins dans le village lui disent, ah là, quelle malchance. Et cet homme, ce paysan, répond, peut-être que oui, peut-être que non. Alors, les voisins se disent, il est pas net ce gars-là, quoi. Il vient de perdre son cheval, et il me dit peut-être que oui, peut-être que non. Et voilà. Puis 3 jours plus tard, il se trouve que le cheval revient dans le pré, accompagné de 3 chevaux sauvages. 3 chevaux, il a gagné 3 chevaux. Donc là, les voisins lui disent, ah bah quelle chance quand même vous avez. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, quelques jours s'écoulent, son fils monte sur l'un des chevaux sauvages pour le dompter, il tombe, il se casse la jambe. Quelle guigne quand même, disent les voisins, quoi. C'est vraiment, peut-être que oui, peut-être que non. Là, ils se disent, mais vraiment, ce gars-là, il n'a pas toute sa tête quand même. Et quelques jours plus tard, en fait, les huissiers du tsar viennent dans le village et ils enrôlent tous les jeunes hommes valides. Et le fils du paysan n'est pas enrôlé puisqu'il a une jambe cassée. Et là, les paysans lui disent, quelle chance. Et en fait, la conclusion tirée par Lao Tzu est très intéressante. Il dit, nous ne connaissons qu'un tout petit bout de notre réalité. Et il termine par une question, et j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment une démarche philosophique avant l'heure, quoi. Il dit, qui sait ce que nous apprendrons des expériences que nous vivons? Qui sait ce que nous apprendrons des expériences que nous vivons? Et pour moi, c'est une question qui est très, très profonde et très puissante, parce que c'est en soi presque ça pourrait être une philosophie de vie, en fait, au quotidien. C'est-à-dire, il nous arrive des choses, et au lieu de se lamenter, alors se réjouir on peut, hein, moi j'hésite pas, hein, mais au lieu de se lamenter quand c'est plutôt, ça semble négatif, ben, se dire, tiens, ok, il m'arrive ça aujourd'hui, j'aimerais bien savoir finalement ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais en apprendre, et sur quoi ça va déboucher, quoi. Donc c'est vrai pour moi individuellement, et c'est vrai aussi collectivement, dans le monde. Alors c'est pas pour ça qu'il faut ne rien ressentir quand il arrive un drame, évidemment. C'est normal d'avoir de l'empathie, c'est souhaitable, de l'empathie et de la compassion. Et après, hein, une fois de plus, c'est pas où, et après, voilà, avoir ce recul de se dire, bah, peut-être que
Voilà, il fallait en passer là pour passer à autre chose. Pensez à toutes les abominations de la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être pas un hasard si depuis 70 ans en Europe on vit en paix, entre nous, hein, entre pays européens. Peut-être qu'il a fallu connaître les abominations de la Seconde Guerre mondiale pour après mais ne plus du tout avoir d'esprit belliqueux, un esprit que l'on avait avant. Quand on annonçait les guerres, souvent les gens faisaient la fête, ils étaient contents de partir à la guerre, quoi. Aujourd'hui, personne, enfin, ou très peu, n'a envie d'aller à la guerre, d'accord? Donc peut-être qu'il a fallu ça, vous voyez. Et donc mon propos est de dire qu'il est difficile dans la vie d'étiqueter un événement. Et donc, une fois de plus, ça abonde dans le sens et dans le souhait d'une confiance, finalement. C'est-à-dire, je crois dans la vie, je crois que c'est utile d'être proactif par rapport à sa vie, vous voyez, d'avoir envie d'aller dans une certaine direction, d'avoir des projets à réaliser qui nous tiennent à cœur pour se réaliser. Donc, moi, je prône une certaine proactivité. Et on peut aussi se dire et accepter qu'on ne décide pas tout, qu'il y a un certain nombre de choses qui nous échappent. Après, en fonction de ses croyances, on peut dire c'est Dieu qui décide ou c'est tout simplement c'est la vie qui décide. Mais en tout cas, on ne décide pas tout, ça c'est sûr. Mais malgré tout, avancer avec confiance. Dans la capacité de cultiver sa confiance, il y a aussi un autre élément qu'on n'a pas encore abordé, qui est ce qu'on va appeler l'intuition, la petite voix intérieure. Il y a un passage dans votre dernier livre que j'ai envie de lire, c'est assez court, où vous dites « Pour vivre sa vie, il est nécessaire d'être à l'écoute de ce qui vient du plus profond de soi-même et d'entendre les messages chuchotés par notre âme. Mais notre âme est comme un ange qui murmure d'une voix si douce, si faible, qu'il faut tendre l'oreille. Comment l'apercevoir dans le brouhaha incessant ?» Alors là, on a réglé l'estime de soi, c'est bon, on est OK, on a confiance en soi. On a réglé le regard par rapport au monde extérieur, OK, j'essaie d'être en confiance, de ne pas juger des événements qui vont arriver. Mais comment on peut amplifier ça? Est-ce que cette petite voix intérieure, c'est ce qui nous permet peut-être d'amplifier, d'asseoir notre confiance sur quelque chose de solide? Et une fois que vous avez répondu oui, comment? Je pense qu'il y a une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire, c'est la première démarche qui coûte, je crois. C'est lorsque, et c'est pas forcément votre cas, hein, mais lorsqu'on a un filtre plutôt négatif qui nous amène à nous refermer sur soi, lorsqu'on fait le premier effort pour aller vers les autres, forcément le retour est positif. Pour moi, c'est quasi automatique. Et à partir du moment où le retour est positif, ça va vous encourager à continuer, quoi. Donc la question, c'est plutôt qu'est-ce qui va faire que je sors de la caverne de Platon, et parce que évidemment, on peut trouver un certain confort à se refermer sur soi, à n'avoir confiance en personne, et on peut blinder, assurer sa sécurité, comme ça, quelque part, vous voyez, enfin, au moins de manière illusoire, quoi. Mais on peut trouver une forme d'équilibre, mais c'est un équilibre qui est source de souffrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain est un être de relation. C'est-à-dire, c'est une vaste illusion de croire qu'on peut être heureux seul dans son coin, seul avec soi-même, par exemple en appliquant uniquement des techniques de, je sais pas, de développement personnel ou autre. Et voilà, je fais fi des autres, seul avec moi-même, j'applique mes petites techniques, je vais être heureux. Ça ne marche pas. L'être humain est un être de relation. Il y a des recherches qui l'ont montré, il y a même des expériences sordides qui ont été menées en Roumanie il y a quelques siècles, une expérience connue dans des orphelinats. Où à un moment donné, ils ont pris des enfants dans un orphelinat et ils ont donné pour mission aux nourrices de ne pas entretenir de relations avec les enfants. Donc ils devaient subvenir à leurs besoins physiologiques. Donc ils avaient à manger, ils avaient à boire, leurs besoins de propreté, d'hygiène, on les changeait évidemment, etc. Mais elle n'avait pas le droit de les prendre dans les bras, elle n'avait pas le droit de leur faire des câlins, elle n'avait pas le droit de leur faire de bisous, elle n'avait même pas le droit de les regarder dans les yeux. Et en fait, ils sont tous morts. C'est horrible comme expérience, évidemment. Et en même temps, c'est lourd de sens, quoi. C'est-à-dire, ça fait voler en éclats la vision matérialiste de la vie, quoi. On n'est pas que des cellules qui ont besoin de se nourrir avec de l'alimentation, de la nourriture, de l'eau. On n'est pas que ça. On ne vit pas. L'être humain est un être de relation. Ce sont les relations qui nous font vivre. Et donc la confiance, à un moment donné, je dirais qu'elle est incontournable. On peut pas faire l'impasse sur la confiance, vous voyez. Mais la question, c'est le premier pas. Qu'est-ce qui va faire que je vais oser, je vais avoir le courage? Au-delà du premier pas, quelle est la capacité à... Enfin, je pense qu'on a tous ici ce soir des moments difficiles dans l'existence, des moments de doute, professionnellement, personnellement.
Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans la bonne place de ma vie? Est-ce qu'il ne faut pas que je change ci, je change ça? Et souvent, la réponse, on ne va pas l'avoir forcément d'un psy ni d'un interlocuteur extérieur. On va l'avoir au fond de soi. Mais au fond de soi, on a confiance en soi, on a confiance, on a nettoyé, je dirais, les scories de notre éducation qui nous feraient nous penser nuls. On est bien, mais voilà, le doute est là. Le doute se mélange à des désirs, des peurs. Et comment réussir à nettoyer et à créer un espace de confiance pour se dire, ok, je vais peut-être me reconnecter à ça, ce que vous avez fait quand vous avez décidé finalement de laisser tomber ce que vous aviez étudié pour partir à l'aventure. Je pense qu'une clé est une forme de reconnexion à soi-même. C'est une caractéristique de notre époque est d'accaparer notre attention pour la mettre à l'extérieur de nous-mêmes. Parce qu'il y a des tas d'outils qui sont très intéressants et fabuleux de communication, comme Internet, les téléphones portables, les SMS, les emails, Facebook et compagnie, qui sont des outils intéressants, mais qui ont tous en commun d'attirer notre attention à l'extérieur de nous-mêmes. Et je pense que c'est utile pour développer une confiance en soi, une estime de soi, et au-delà de ça, pour savoir ce qu'on veut faire de sa vie, ce qui est quand même une question assez pertinente dans l'existence, c'est utile d'être à l'écoute de soi-même, donc de tourner notre attention à l'intérieur de nous-mêmes, entrer en introspection, ce qui n'est pas du tout culturel en France, entrer en introspection, s'écouter un peu soi-même, savoir ce qui vient de nous, ce dont on a envie au plus profond de soi. Mais dans le contexte actuel, avec tous ces outils que je viens de citer, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout que ces outils sont source d'émotions. Et quand on ressent des émotions, assez souvent, c'est une façon de se sentir en vie, se sentir vivre, d'accord? Vous recevez le SMS d'un ami, ça vous donne une émotion positive. Un ami a pensé à vous, d'accord? Donc vous vous sentez vivre quelque part. Vous recevez un email de quelqu'un qui a pensé à vous, même chose. Et ça marche aussi pour les stimuli négatifs. C'est-à-dire vous allumez la télé, vous entendez parler d'un truc glauque, d'un attentat ou autre. Ça vous donne une émotion négative, d'accord? Et sauf qu'on devient aussi accro aux émotions négatives. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors ça je crois que c'est notre cerveau, la partie reptilienne, la couche reptilienne de notre cerveau qui veut ça, c'est le siège de l'instinct de survie, à ma connaissance. Et donc quand on entend une très mauvaise nouvelle, une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou pas, eh bien quelque part ça mobilise totalement notre attention, parce que je pense qu'inconsciemment on veut pouvoir s'en protéger si ça nous arrivait à nous. Et donc en fait on est extrêmement attentionné et concentré sur le média qui diffuse cette information. Et entre parenthèses, c'est bien connu d'ailleurs, parce qu'il y a des études qui l'ont montré, et ils le savent bien dans les médias, hein. On sait que le taux de pénétration d'un message publicitaire va être accru s'il suit une mauvaise nouvelle. Donc c'est pas non plus un hasard si on a autant de mauvaises nouvelles à la télé et à la radio, d'accord? Je ferme la parenthèse. Et on devient dépendant en fait de ces stimuli négatifs. Il y a un côté fascinant en fait à ces mauvaises nouvelles, et donc on va rallumer la radio ou la télé et écouter tout ça, d'accord? Bref, tout ça accapare notre attention à l'extérieur de nous-mêmes. Donc il faut trouver le moyen de remettre notre attention, au moins par moment, à l'intérieur. Alors ça peut se faire quelques minutes par jour, hein. Quelques minutes par jour, vous accordez 2 minutes. Avant de se coucher, je dis toujours avant de se coucher, parce qu'on laisse plus de temps. Et vous éteignez toutes ces belles machines. Personne ne vous dérange, do not disturb sur la porte, et vous restez 2 minutes avec vous-même. Moi je dis souvent, sans avoir même l'objectif en tête d'être à l'écoute de vous-même, parce que si vous vous mettez un objectif, à ce moment-là, là, vous allez forcément pas y arriver, vous voyez. Accordez-vous 2 minutes de vide. C'est étonnant, hein, dans Je notre m'endors culture. direct, moi. Pardon? Je m'endors direct. Peut-être faire plutôt dans l'après-midi, non, à un moment. 2 minutes, oui, ou le matin, hein. 2 minutes de vide, 2 minutes de silence, sans objectif en tête, sans rien avoir en tête. Alors, au début, ça va vous faire bizarre si vous n'en avez pas l'habitude. Mais si vous faites ça tous les jours, au bout d'un moment, il va se passer des choses. Et puis, vous allez sentir des choses émerger du plus profond de vous. Peut-être des envies, des idées, peut-être des désirs. Mais cette fois-ci, ces désirs, ces envies viendront de vous, et ça correspondra vraisemblablement à des envies profondes, et non pas des désirs inculqués par l'extérieur, par la publicité ou tout ce que vous voulez, ou la conformité à un modèle social, à ce qui est valorisé socialement.
D'accord? Ça viendra de vous. Et c'est essentiel, je pense, de développer ça, cette écoute de soi-même. C'est essentiel pour plein de raisons. Pour développer la confiance en soi, l'estime de soi. C'est aussi essentiel pour savoir dans quelle direction je veux avancer dans ma vie, pour savoir quelle est ma mission sur Terre. Moi, je pense que chacun de nous a une mission, hein. Et donc, pour rejoindre cette mission, vous voyez, pour se réaliser à travers un certain nombre de choses. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de soi-même. Sinon, on peut passer sa vie entière à se tromper sur soi, pas savoir qui on est, et finalement avoir des actions qui n'ont pas de sens pour nous. C'est vrai que j'ai fait ce constat il y a quelque temps et ça m'a assez surpris en fait. J'essayais de voir une réponse à un problème que je m'étais posé et quelqu'un m'a fait remarquer qu'effectivement dans une journée, j'avais pas dû passer 30 secondes sans rien faire. J'étais passé d'un écran de téléphone à un mail, à un bouquin, une activité de déjeuner, une discussion, mais à aucun moment j'avais peut-être pu totaliser, allez, je dis 30 secondes, peut-être une minute tout seul. Euh, Comment vous expliquez que justement on ait tant besoin de se divertir et que ça soit devenu une espèce d'addiction? On parle d'addiction aux jeux, à Internet, Facebook, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se décrocher de ces trucs-là et que c'est de pire en pire en fait? C'est sans doute multifactoriel. Peut-être qu'un élément de réponse est le souhait inconscient de justement ne pas être seul avec soi-même, comme peut-être une espèce de peur de se retrouver seul avec soi-même, avec son âme, vous voyez, son destin, et d'être confronté finalement au sens de sa vie. Hein, c'est un autre philosophe, Blaise Pascal, qui parlait du divertissement. C'est le mot que vous utilisiez à l'instant d'ailleurs, Stéphane. Le divertissement pascalien, c'est quoi? C'est tout ce que l'on fait, c'est pas juste au sens loisir, hein. C'est tout ce que l'on fait par nos actions qui, selon lui, a pour objectif tout à fait inconscient d'oublier notre mortalité. Et on a un vrai problème avec la mort, c'est pas à vous que je dirais ça, hein. Dans notre culture occidentale, dans notre pays, on vit dans le déni de la mort aujourd'hui. Sauf que si on n'a pas conscience de sa mortalité, et j'irai même plus loin, si on n'accepte pas sa mortalité, je pense qu'on peut difficilement vivre sa vie, quoi. Je crois qu'il faut passer par une acceptation de notre mort pour bien vivre sa vie. Et si on n'est pas OK avec la mort et avec sa mort, ben à ce moment-là, ça peut pousser en effet à des actions, à de la suractivité, à tous ces mouvements parfois un peu browniens comme ça qui vont occuper notre esprit et nous permettre de ne pas nous retrouver seuls avec nous-mêmes, avec des questions existentielles sur le sens de notre vie et sur la mort à venir. Autrefois, c'était moins vrai, parce qu'autrefois, les gens vivaient dans les campagnes et dans les villages, il y avait un cimetière dans chaque village, et dès l'enfance, eh bien, on allait toutes les semaines au cimetière pour entretenir la tombe des ancêtres. Et donc il y avait une espèce de proximité avec la mort, puis on pouvait parler aux ancêtres aussi, vous voyez. Aujourd'hui, c'est plus le cas, les gens vont très rarement dans les cimetières, et on développe une espèce de déni de la mort, d'où ce jeunisme, hein, où paraît-il à la télé on voit plus que des jeunes. On fait tout en fait pour effacer comme si ça n'existait pas toutes les traces du vieillissement. Et à mon avis, c'est moins pour des raisons esthétiques que pour des raisons psychologiques, parce qu'on veut faire disparaître tous les signes de ce qui nous rapproche de la mort, finalement. Et donc évidemment, si on montre que des gens jeunes, c'est comme si on était tous éternellement jeunes, et la vieillesse n'existe pas, et la mort n'existe pas, vous voyez. Mais je pense qu'il y a une énorme angoisse derrière ça, quoi. Donc je crois que ça peut être intéressant, c'est une piste à explorer peut-être de s'interroger sur sa relation à la mort, et de façon à prendre conscience de sa mortalité, puis à accepter la mort. Et à ce moment-là, je pense que c'est là où la vie véritablement peut commencer, quoi. Bon, compris? Mais au-delà des plaisanteries, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure aussi de l'appréhension à vouloir se regarder en face. Vous avez parlé de la peur, des réactions extérieures. Si on prend telle décision, comment l'entourage va réagir, nos parents, nos proches. La peur, visiblement, est aussi quelque chose qui va assez rapidement venir en conflit avec notre confiance en soi. Oui. Comment gérer ça? Parce que c'est bien beau d'en discuter, de réfléchir comme ça, un peu sereinement dans un fauteuil aujourd'hui, mais voilà, on va devoir quand même mettre en pratique ce qu'on entend. Enfin, je pense que certains d'entre vous ont envie d'essayer de mettre un peu ça en pratique. Donc comment on va faire pour justement être plus fort que la peur, plus fort que le désir des autres qu'on perçoit et qui nous impacte?
Toujours essayer de vous titiller pour essayer de ressortir des petits trucs un peu pratiques, mais Oui, c'est bien, Stéphane, c'est bien. comment je fais demain matin? Je réfléchis parce que le début de votre question a amené quelque chose à mon esprit et je voulais le partager avec vous et puis il est parti, alors il faut qu'il revienne simplement. Moi, je vais être en confiance et là, ça va revenir. Non, mais c'était important, donc je vais y revenir. Oui, je parlais de la peur qui surgit assez rapidement en conflit avec la confiance, peur de Ouais. déplaire, peur Il de... y a autre chose. Il y a C'est autre pas ça? chose. Bon, Ça on va non, mais réfléchir ça va 2 minutes. revenir, ça va revenir, ça va revenir. Zut, parce que c'était important, je voulais vous en parler. Bon, qui redit le début de ma Bon. question? Personne n'a suivi en fait. Ah, ou sinon, on reposez la question. Je m'en souviens pas, D'accord. moi. On effacera le passage au montage. Hein. C'est en direct. Ah, vous en souvenez plus. Euh, Ah, c'est le direct, on ne m'avait pas prévenu. Merci. La peur qu'un. Bon. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. m'inspire pas. C'est pas grave. Bon, allez. Non, l'idée c'est que voilà, on est là dans une discussion qui est à distance de la confrontation avec. Oui, ça y est, c'est revenu. Attendez, ça va repartir. Ça va repartir. Ouais. Et oui, en fait, il y a une peur on a tous plein de types de peurs, je suis bien placé pour en parler. Mais j'ai un lourd passé, même passif, dans ce domaine. Mais il y a une peur qui est très présente. J'allais dire dans notre pays, mais je veux pas culpabiliser notre culture. Il y a plein de bonnes choses, une fois de plus, il y a autant de choses positives que négatives dans toutes les cultures. Mais il y a quelque chose qui est très présent chez nous, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, et ça me semble essentiel d'en parler, c'est pour ça que je ne voulais pas passer à côté, ça me semble essentiel d'en parler parce qu'il y a des gens qui ont la vie gâchée à cause de ça. Je vous le disais tout à l'heure, ma conviction est que chacun de nous a une mission. Une mission, c'est quoi? C'est une action, qu'elle soit professionnelle ou extra-professionnelle, peu importe, mais c'est quelque chose qui a un écho en nous et dans lequel on peut se réaliser, d'accord? Qui a peut-être un rapport avec notre raison d'être là, ici, sur Terre, pendant cette vie, quoi. Sauf que souvent, ça passe par des choses à faire, des actions. Et moi, ce que je constate et qui me rend triste, c'est que la plupart du temps, beaucoup de gens se retiennent. Ils s'empêchent de réaliser leurs rêves, ils s'empêchent d'écouter leur cœur et leurs aspirations profondes, simplement parce qu'ils ont peur d'échouer.